Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous proposer ce soir un nouveau format d'entretien dédié à X, ex-Twitter. Et comme premier invité exceptionnel, le président de Reconquête, Éric Zemmour, qui nous reçoit ici, au QG de son parti, la veille de la parution de notre nouveau magazine, Une Terre, Deux Peuples, que vous retrouverez dès demain en kiosque. Mais avant de commencer cet entretien, je vous invite à participer à notre grande campagne de dons pour créer un pôle enquête de livres noirs qui fasse tanguer l'extrême gauche. Nous recherchons pour cela 50 000 € d'ici le 31 décembre. C'est à vous de jouer. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous, dans ce QG de Reconquête. Bienvenue. Comme je le disais, c'est la première fois qu'un média français diffuse en exclusivité et en intégralité un entretien d'un homme politique sur X. Tucker Carlson l'a fait aux États-Unis, c'est devenu une mode là-bas, mais pas encore en France. Alors, que vous inspire aujourd'hui cette libération de la parole depuis qu'Elon Musk a racheté le réseau social Twitter? Je vais vous dire, je mettrai ça dans une analyse globale. Je pense que, et ça fait des années que je regarde ça avec vraiment intérêt, les réseaux sociaux ont été, si vous voulez, aux médias traditionnels, ce que l'invention de l'imprimerie au XVe siècle a été à l'Église. Je veux dire par là que auparavant, l'Église avait le monopole du discours religieux. Seuls les prêtres avaient lu l'Ancien Testament, les Évangiles, et disaient au peuple ce qu'il devait croire et ce qu'il devait penser. Et arrive l'imprimerie, donc on imprime les Bibles, et donc chacun peut lire ce qu'il y a dans la Bible et se faire une idée lui-même. Et c'est terrible pour l'Église, c'est terrible pour les prêtres qui perdent leur monopole d'explication, et c'est ça qui va permettre l'irruption du protestantisme. Qu'est-ce que c'est que le protestantisme? C'est la conséquence de l'imprimerie, chacun peut lire une Bible, et donc les protestants lisent les Bibles sans se soucier des prêtres. Ça va donner les guerres de religion, ça va donner, et vous allez voir que je vais suivre ma petite comparaison, ça va donner une réaction de l'Église qui s'appelle la contre-réforme, qui va essayer justement de reprendre en main l'imprimerie et les moyens de communication modernes, et qui va faire des grandes églises baroques, etc., pour pouvoir pallier, vous voyez, à cette nouvelle liberté des gens. Je reviens aujourd'hui. Nous avions des médias qui tenaient le discours public, qui imposaient leur lecture de l'actualité, etc., et qui avaient une lecture, contrairement à, par exemple, ce qui se passait dans ma jeunesse. Il y avait des médias de droite, il y avait des médias de gauche, ils s'affrontaient, etc. Vous avez bien senti que ça s'était complètement recentré et que ça s'était uniformisé et qu'aujourd'hui, de partout, les journaux disent à peu près la même chose. Et c'est cette uniformité et cette tyrannie médiatique qui a été brisée par Internet. Et on a vu sur les réseaux sociaux une espèce d'efflorescence de liberté, de gens qui prenaient le pouvoir, qui parlaient et qui disaient ce qu'ils devaient dire. Et d'ailleurs, avec une lucidité absolument admirable. Moi, j'aime bien, vous savez, regarder les commentaires. Par exemple, quand on diffuse un de mes extraits de ce que j'ai déclaré ou d'autres, j'aime bien regarder la suite des commentaires. Je trouve ça assez intéressant parce que les gens ont un peu d'esprit, souvent, un peu de gouaille. On est en France, quoi. Et je trouve ça, ils sont assez étonnants. C'est-à-dire que, vous savez, on dit toujours, les sondages disent 67% des Français considèrent que l'islam n'est pas compatible avec la République et la France. Mais qui leur a dit ça à part moi? Quand depuis l'école jusqu'à la mort, en passant par le cinéma, la télévision, les journaux, enfin tout, la publicité, on leur dit le contraire. Quand toute la classe politique, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Emmanuel Macron, on leur dit le contraire. Eh bien, les gens ne sont pas dupes. Et c'est là que, selon moi, vient se nicher le rôle d'Elon Musk. Ce qui me frappe, c'est que depuis quelques années, l'Église, c'est-à-dire les médias, le système, appelons-le comme on veut aujourd'hui, les pouvoirs politiques, la Commission de Bruxelles et les grands journaux et les grands médias, se sont ligués pour reprendre en main les réseaux sociaux, au nom de l'incitation à la haine, de toutes ces fadaises qu'on invente pour verrouiller la liberté, retrouver. C'est ce que j'ai appelé la contre-réforme. Et Elon Musk, là-dedans, vient en opposant à cette reprise en main, à cette contre-réforme. C'est là où il a un rôle politique et historique. C'est-à-dire que l'enjeu de ce combat entre lui
Et les grands groupes comme Disney et tout ça, j'ai bien vu qu'ils lui enlèvent des budgets publicitaires. Vous voyez, c'est une forme de guerre en vérité. Au XVe siècle, on réglait ça avec des dagues, et aujourd'hui, on règle ça avec des contrats publicitaires, J'ai connu ça quand j'étais sur CNews. Il y a des entreprises qui ont retiré leur contrat publicitaire de CNews parce que j'étais à l'antenne. Vous voyez, c'est le même esprit. C'est la guerre publicitaire, la guerre de l'argent. Et vous voyez, c'est un affrontement terrible. Et l'enjeu, c'est la mainmise sur le cerveau des gens. Et là, l'Église des temps modernes, c'est-à-dire les médias, les grands groupes, la Commission européenne, les gouvernements, les grands groupes, qui sont alliés pour empêcher les gens de voir ce qu'ils voient et surtout de dire ce qu'ils voient selon la célèbre formule désormais de Peggy. Au moins, ça nous a permis de voir Anne Hidalgo quitter Twitter parce qu'elle a annoncé il y a quelques jours justement en disant que c'était devenu un réseau social où on donnait trop son avis, que ça ne correspondait plus. Tout est dit. Je l'ignorais, je remercie de me l'apprendre, mais tout est dit. C'est-à-dire que les gens se disent « Ah mais non, les gens sont trop libres là, ils sont pas dupes ». Vous savez, Stendhal disait « Qu'est-ce qu'être français ? C'est ne pas être dupe ». Et c'est une phrase magnifique. Et j'avoue que là, ils ont vraiment du mérite, les Français, à ne pas être dupes. Parce que à l'époque de Stendhal, les moyens de communication n'étaient évidemment pas ce qu'on a aujourd'hui. Et donc les moyens de propagande étaient ridicules par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc franchement, ils ont beaucoup de mérite à comprendre le contraire de ce qu'on leur dit et de ce qu'on veut absolument leur mettre dans le crâne. C'est pour ça qu'on tenait à faire cet entretien exclusif pour tous ces gens sur Twitter qui se mobilisent à chaque fois, qui vont chercher des infos, qui poussent aussi les médias à se positionner sur certains sujets. D'ailleurs, je précise que ceux qui poseront des questions en commentaire de cette vidéo, on leur répondra sur Livre Noir, bien entendu. Vous avez vu dans l'histoire de Crépol, c'était très frappant. Quand le ministre de l'Intérieur, Darmanin, et les médias ont caché les fameux prénoms des coupables, de ceux qui avaient agressé et finalement tué ce pauvre Thomas, les gens n'étaient pas dupes. Tout de suite, ils savaient que ça serait des prénoms coraniques, que ça serait des Maghrébins, que les gens ont très bien compris. Ça allait plus vite pour dire que le terroriste s'appelait Armand et qu'il était français. Là, on l'a su dans l'heure qui a suivi, sauf qu'il s'appelait pas vraiment Armand, mais... On reviendra justement sur Crépol. Pendant cet entretien, je vais vous montrer, j'ai choisi quelques extraits vidéo. Le premier, c'est l'un de vos principaux adversaires. C'était il y a 3 jours sur France Inter. Je vais vous demander de le regarder. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand Éric Zemmour parle de la France qui contiendrait aujourd'hui 2 peuples, qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors je dis à Zemmour la première chose, le peuple français, monsieur Zemmour, n'est pas une ethnie. Le peuple français est un peuple rassemblé par un contrat politique qui s'appelle liberté, égalité, fraternité, qui est un contrat laïque. Il n'y a donc qu'un seul peuple français, un et indivisible, qui répond de la communauté légale, c'est-à-dire des droits que nous partageons. Alors, est-ce que vous ne lui avez pas répondu encore? Absolument, c'est une très vieille querelle que j'ai avec Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, dans mon dernier livre, je consacre plusieurs pages à déjà répondre à cela. Qu'est-ce que dit Jean-Luc Mélenchon? En fait, il veut nous enfermer dans un faux dilemme qui a été réglé déjà il y a plus d'1 siècle. Je m'explique. Il nous dit, la France n'est pas un peuple ethnique. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire, ce n'est pas défini par le sang. Ce n'est pas défini par des gens qui seront là, qui seraient là depuis toujours, et personne ne pourrait devenir français. Ça, c'est la terre et les morts, selon la fameuse expression de Barrès. Mais ça, c'est une question réglée depuis longtemps. Même l'historien de l'Action française, Jacques Bainville, commence son histoire de France en écrivant « La France n'est pas une race, c'est une nation ». Donc vous voyez, il fait semblant de croire que je crois cela. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la France, c'est une nation politique qui fonde sur un contrat, liberté, égalité, fraternité, un contrat, comme si on passait devant un notaire, vous voyez, comme si chaque individu pouvait venir en France et dire je suis français, je respecte le contrat, j'approuve le contrat. C'est la vision contractuéliste, c'est-à-dire la vision qu'on associe sous la Révolution française à Sieyès. Il dit, en gros, Sieyès, qu'est-ce qu'il dit? Il dit,
Chaque individu peut être français et il suffit de signer un contrat et de dire voilà, je respecte les engagements politiques de la Révolution française. Donc par exemple, les monarchistes ne pourraient pas être français. Tous ceux qui ne respectent... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la version ultra-révolutionnaire que reprend à son compte Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Mélenchon, pour reprendre son expression, fait semblant de ne pas savoir, parce qu'il le sait, fait semblant de ne pas savoir que cette question et cette fausse opposition a été réglée il y a, 130 ans, 140 ans, par un monsieur qui s'appelait Ernest Renan, qui a fait une conférence célèbre qui s'appelait « Qu'est-ce qu'une nation ?», pour justement expliquer la vision française de la nation. Et que dit monsieur Renan? Il dit « Une nation, c'est d'abord et avant tout un héritage. C'est-à-dire un héritage de ce qu'on a fait, de ce que les Français ont fait depuis 1000 ans. Alors évidemment, l'héritage familial, l'héritage des grandes guerres, l'héritage des grandes victoires, des grandes défaites aussi, des grandes œuvres, des arts, de la littérature, et même des paysages. Parce que c'est l'œuvre de nos ancêtres paysans qui ont façonné ces paysages. Vous voyez, c'est ce qu'il appelle un riche legs de souvenirs. La possession d'un riche legs de souvenirs. Ça, c'est en beau français de Ernest Renan. Mais vous comprenez, c'est ça que ça veut dire. Et après, il dit, parce qu'effectivement, il peut y avoir des Français venus d'ailleurs. J'en suis d'ailleurs un exemple. Moi, je dis toujours, il y a les Français de souche et les Français de branche. Et que je suis un Français de branche. Donc, il dit, il y a cette fameuse expression qu'on a dévoyée, le désir de vivre ensemble. Mais il ajoute, et c'est ce que M. Mélenchon fait semblant de ne pas savoir, il ajoute, il faut qu'il continue l'héritage de ce qu'on a hérité. C'est-à-dire qu'on continue à faire fructifier la culture, les mœurs, l'histoire de ce qu'ont fait les Français. Et pas de nous imposer une autre histoire, d'autres mœurs, d'autres vêtements, une autre langue, d'autres aliments, et finalement une autre culture, et finalement une autre civilisation. Vous comprenez? Devenir français, ce n'est pas signer un contrat. Non, c'est s'approprier toute l'histoire de France, toute la culture française, tout ce qui a fait le génie français de la gastronomie, au paysage, aux mœurs, au rapport avec les femmes, aux vêtements, etc. C'est ça être français. Et ce n'est pas nous imposer une autre civilisation. Et alors, l'ironie suprême, c'est que même en tenant compte de ce que dit Jean-Luc Mélenchon, vous avez entendu, il a dit liberté, égalité, fraternité. Mais le peuple arabo-musulman, dont il est le héros, AULT, et même le héros OS, ces musulmans, en particulier les jeunes, refusent liberté, égalité, fraternité, parce que tout simplement, c'est le contraire de l'islam. L'islam, c'est soumission, et non pas liberté. C'est la traduction littérale en français d'islam. C'est inégalité, inégalité entre les hommes et les femmes, mais aussi inégalité entre les musulmans et les infidèles. Et c'est enfin fraternité, mais la fraternité non pas avec les Français, mais avec tous les musulmans dans la Oumma. On le voit en ce moment. On le voit en ce moment. Donc on voit bien que même là où il veut être fort, où il veut imposer quelque chose, il est très faible. En vérité, vous savez, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que c'est? Il n'est pas stupide, Mélenchon. Il est très cultivé. Il connaît Ernest Renan. Mais tout ce que je dis là, il le sait. Il a lu Renan. Je veux dire, il n'est pas idiot. Il l'a très bien compris. Il sait. Il est cultivé. J'en dirais pas ça pour d'autres. Mais lui, l'a lu. Il sait simplement. Il fait semblant. Mais d'ailleurs, il ne fait pas de semblant tant que ça, puisqu'il vous a dit liberté, égalité, fraternité. Sauf que il ne veut pas voir que l'islam, c'est le contraire de liberté, égalité, fraternité. L'exacte antithèse. Et quand les jeunes musulmans disent à 75% qu'ils pensent que la charia, c'est-à-dire le droit musulman, est supérieur à la loi de la République, c'est le contraire de ce que pense Jean-Luc Mélenchon. Seulement, il se soumet à eux. Il se soumet à eux car il a lié son sort politique et électoral à eux. Et donc, il va jusqu'au bout, car c'est la seule chance pour lui d'arriver au second tour de l'élection présidentielle. Vous dites souvent ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça peut être une stratégie politique de mobiliser un électorat qui ne se mobilise pas habituellement pour aller voter? C'est très simple, cher Eric Tegner. Regardez les chiffres de la présidentielle de 2022.
Il est arrivé à 300 000 ou 400 000 voix du second tour. Il lui a manqué uniquement cela. Il a rassemblé 69% de l'électorat musulman selon les sondages IFOP. Et dans cet électorat musulman, 46% s'étaient abstenus ce jour-là. Il suffit qu'il s'abtienne moins, qu'il vote encore plus pour lui, qu'il y ait, je le rappelle, tous les gamins de 13 ans, 14 ans qui sont très nombreux de religion et de culture musulmane qui votent pour lui, et il sera au second tour. Et vous pensez, comme Jérôme Fourquet, que le centre-gauche aujourd'hui qui lui tourne le dos pourrait revenir dans une logique de vote utile? Parce qu'il perd des gens aussi en faisant ça. En fait, il agrège deux peuples. Il agrège deux, comment vous dire? Il agrège les arabo-musulmans en masse, pas tous évidemment, mais suffisamment pour que ça passe un vote collectif. Vous savez, comme si vous voulez, on disait que au XIXe siècle, il y avait un vote catholique en faveur des monarchistes et pour les anti-républicains. Parce qu'il y avait suffisamment de catholiques qui votaient contre la République pour qu'on dise il y a un vote catholique contre la République. Et bien là, aujourd'hui, il y a un vote musulman pour Jean-Luc Mélenchon. Bon, c'est un effet de masse. Bon. Par ailleurs, il agrège à ce peuple arabo-musulman des féministes, des militants LGBT, des étudiants de Sciences Po et d'autres, des woke, quoi. C'est-à-dire, et ce qui est amusant, d'ailleurs encore un paradoxe, c'est que la culture musulmane et la religion musulmane, et ce que reprennent aujourd'hui beaucoup de jeunes musulmans, est antagoniste de cette culture woke, de l'individualisme, de la liberté des homosexuels, de la liberté des femmes. Tout cela est absolument vomi par le Coran. Et d'ailleurs, on le voit dans les banlieues islamisées, les homosexuels se cachent, ou alors ils sont souvent ostracisés, voire battus. Les femmes doivent s'habiller de façon décente, comme on dit, et elles sont souvent enfermées derrière des voiles. Tout ça est le contraire de liberté, égalité, fraternité. Et on voyait d'ailleurs pendant les manifestations londoniennes pro-Palestine des arabo-musulmans prendre à partie des queers en leur disant non, mais vous n'avez rien à faire là. Mais vous savez, en fait, aujourd'hui, il y a une alliance objective entre l'islam et le woke pour détruire notre France, pour détruire notre Europe, si vous voulez, parce que les uns et les autres en veulent à la France traditionnelle, à l'Europe traditionnelle, à l'Europe blanche, gréco-romaine, judéo-chrétienne. Ils veulent tous les deux abattre cette Europe-là. Et ensuite, ils régleront leur compte. Vous savez, malheureusement, je crains que les woke ne finissent très mal. Mais malheureusement, ce sera sur les cadavres de la France et de l'Europe. Une fois que nous aurons détruit notre beau pays, notre beau continent, là, on passera à la deuxième phase, qui sera l'islamisation sur les cadavres des gens qui auront voté Mélenchon au nom des droits individuels et du féminisme et des droits LGBT. On l'a vu sur le conflit Mais israélien. on l'a vu en Iran, cher Eric Tegner. On l'a vu en 1979 en Iran. Il suffit pas d'aller très loin. Les communistes avaient aidé les islamistes à prendre le pouvoir, et une fois que l'imam Khomeini est arrivé au pouvoir, ils ont fini dans les geôles iraniennes. On voit aussi sur le 7 octobre qui était un féminicide de masse aussi, parce qu'énormément de femmes ont été violées, tuées. Et là-dessus, on n'a pas entendu les féministes Bien de sûr. gauche en parler. Vous avez raison. Il y a une autre vidéo que je voudrais vous montrer, cette fois-ci non pas d'un adversaire, mais plutôt d'un concurrent qui va nous permettre d'aller justement sur le thème suivant. C'était lundi chez Sud Radio, au micro de Jean-Jacques Bourdin. L'illustration, c'est l'illustration de la guerre de civilisation, une guerre civile. C'est Éric Zemmour qui dit cela, affirmer que la France judéo-chrétienne est en guerre contre les musulmans, comme le fait Éric Zemmour. Est-ce dangereux ou pas? C'est-à-dire que pour le coup, l'argument de la guerre de civilisation avec des jeunes racailles de 16 ans qui probablement n'ont jamais ouvert un Coran, je vois pas trop à quelle civilisation ils appartiennent. Je pense au contraire que nous sommes là dans un choc entre la civilisation et la barbarie. Qu'est-ce que vous lui répondez? Plusieurs choses. D'abord, ça m'amuse parce que, à force de fréquenter Emmanuel Macron, il parle comme Emmanuel Macron. Et cette analyse de la décivilisation, du choc entre la civilisation et la barbarie, c'est une analyse d'Emmanuel Macron qu'il a reprise à Fourquet, le sondeur, et qui me paraît complètement fausse.
parce que, si vous voulez, il n'y a pas d'un côté la barbarie et de l'autre la civilisation, parce que ça voudrait dire, dans ce cas-là, vu le pourcentage de jeunes musulmans dans ces actes de violence, que seuls les musulmans sont barbares. Et qu'il n'y a pas de bouddhistes barbares, qu'il n'y a pas de juifs barbares, qu'il n'y a pas de chrétiens barbares, qu'il n'y a pas d'athées barbares. C'est une bêtise. Il n'y a pas d'autre mot. Par ailleurs, la deuxième chose qui m'amuse, c'est que M. Bardella, qui sans doute lui n'a jamais ouvert le Coran et qui ne sait pas ce qu'il y a dedans, comme Madame Le Pen qui s'en est vantée, prétend savoir qui est musulman mieux que des jeunes gens qui sont musulmans depuis 1000 ans et qui ont une famille musulmane, des grands-pères musulmans, qui sont musulmans de père en fils et de mère en fille depuis 1500 ans. Et Monsieur Bardella prétend savoir que ce ne sont pas, ils n'ont rien à voir avec l'islam, ils n'ont rien à voir avec la culture islamique. Une telle prétention me sidère. Moi, je continue de croire que cette violence est le produit de ce que j'appelle le djihad du quotidien. C'est-à-dire que, vous savez, dans l'islam, il y a une injonction sacrée qui est le djihad. C'est-à-dire que, on traduit en français la guerre sainte, mais c'est une mauvaise traduction. En vérité, c'est que les musulmans, selon le Coran, doivent conquérir des territoires pour islamiser le monde. C'est, si vous voulez, un peu le pendant du christianisme, qui est aussi lui aussi un prosélytisme, mais là où le catholicisme se limite à convertir par la prédication, par la charité, l'islam le fait aussi. Il veut aussi convertir par la prédication et par la charité, mais il ajoute une conversion par la guerre, c'est-à-dire une conquête de territoire, même si les gens qui habitent sur ces territoires ne se convertissent pas, ce n'est pas grave dans l'islam, ils doivent simplement se soumettre. Et ils sont soumis, vous savez, au fameux statut de dhimmi, qui est un statut inégalitaire, qui impose des règles, des impôts et des habits différents, etc., etc. Donc, je pense que la violence, la délinquance, le trafic de drogue, les meurtres à répétition, les viols, tout cela participe de ce que j'appellerais à l'image de ce que disent les féministes, un continuum de violence. Et ce continuum de violence fonde ce que j'ai appelé le djihad du quotidien. Donc, quand M. Bardella dit que ça n'a rien à voir avec l'islam et le Coran, il se trompe. Il ne connaît pas le Coran, il ne connaît encore moins l'histoire de l'islam, et il ne comprend pas que, et d'ailleurs, ça vaut aussi pour M. Macron et pour M. Fourquet, c'est-à-dire que le processus de civilisation qui a vécu en Europe est spécifique à l'Europe. Il suffit de lire Norbert Elias pour le comprendre. C'est Norbert Elias, le grand sociologue allemand, qui a expliqué ce processus de civilisation. Je vous l'explique en 2 mots. Norbert Elias explique que, au départ, il y a évidemment, comme dans toutes les civilisations, dans toutes les contrées de l'humanité, des gens qui reposent leur pouvoir sur la violence, qui sont plus forts que les autres, qui sont plus violents, qui sont plus méchants, qui imposent leurs droits aux autres. C'est ce qu'on appelle, nous, en Europe, les féodaux. Seulement, en Europe, on a, et en particulier en France, un phénomène de la monarchie qui va petit à petit pacifier les féodaux, les amener à la cour et leur imposer un contrôle des passions, des pulsions, des émotions, pour que ça soit, vous voyez, un autocontrôle, que ça devienne un autocontrôle. C'est le phénomène de la cour qui arrive à la quintessence sous Louis XIV. On voit bien comment les nobles ont été corsetés, vous voyez, bon, vous comprenez ce que je veux dire. À partir de là, ce modèle de société, donc, qui repose sur l'autocontrôle des passions et des émotions et de la violence, est imité par la bourgeoisie. Et puis, le peuple imite la bourgeoisie. Et puis, dès le XVIIIe siècle, toutes les aristocraties européennes, à Berlin, à Londres, à Rome, etc., imitent l'aristocratie française et la cour de Louis XIV. Et toutes les bourgeoisies européennes imitent leurs aristocraties et tous les peuples européens imitent leur bourgeoisie. Vous avez compris ce que je veux dire, et ce que démontre Norbert Elias, d'ailleurs, je n'invente rien, c'est qu'il s'est fait comme ça par capillarité un processus de civilisation de l'Europe
qui est spécifique à l'Europe et qui repose sur l'autocontrôle. Dans l'ère de civilisation arabo-musulmane, tout cela n'a jamais existé. On en est resté à la régulation de la violence par la violence. La violence est toujours légitimée, le fameux couteau. Vous voyez, on se croirait revenu au Moyen-Âge. Hein, on a connu ça, les féodaux qui prenaient leur couteau, qui prenaient leur épée. On sait que ça a été régulé en France, que Richelieu a interdit le duel. Jamais dans les pays arabo-musulmans. Jamais. Donc, ces gens-là ont une civilisation, pour le coup, et 1000 ans d'histoire qui ne leur a jamais fait connaître cet autocontrôle imposé des passions, des pulsions et des émotions. Et donc, quand ils arrivent en terre européenne, eh ben, ils continuent leur comportement, leur mode de comportement qu'ils ont hérité de leurs parents. Seulement, dans les pays de leurs parents, on le sait. Et on règle ça par la violence policière, la brutalité policière. Tout le monde sait qu'en Algérie, ces jeunes gens se feraient massacrer par la police algérienne. Ils le savent eux-mêmes. On voit en Tunisie comment ils s'occupent des subsahariens également. On est d'accord. En France, ce n'est pas le même problème. Parce que nous avons vécu des siècles de ce processus de civilisation que je vous ai décrit. Et donc il y a un choc des civilisations. C'est exactement cela. Et quand Bardella, comme Emmanuel Macron, comme Jérôme Fourquet explique ça par la racaille, l'individualiste, ça prouve leur ignorance crasse de ce qui est l'histoire de l'Europe et de ce qui est l'histoire du monde arabo-musulman. D'ailleurs, il y en avait un qui l'avait compris. Pascal Praud, sur CNews, diffuse cet extrait régulièrement. C'est le roi du Maroc. Il y a 40 ans, devant une Anne Sinclair déconfite, il avait expliqué cela. Il avait dit avec d'autres mots, mais il avait expliqué que entre les peuples européens, il y avait une trame. Il avait employé ce mot, je m'en souviens très bien. Il y avait une trame qui était tissée entre les peuples européens et qui était une civilisation commune, ce que je viens de vous décrire. Et que, disait-il, ces peuples, en parlant des Marocains, ne seraient jamais français. Non pas par mauvaise volonté, non pas par défaut d'intégration français, comme on dit aujourd'hui et comme on dit depuis 40 ans, mais parce que ce n'était pas la même civilisation. C'est tout l'enjeu de ce qu'on a fait aujourd'hui en France. Et c'est pour ça que je souris quand des gens comme Bardella balayent cette guerre de civilisation. Mais est-ce que Jordan Bardella dit ça par méconnaissance ou est-ce que c'est par peur de l'islam? Dans le fond, si je vais jusqu'au bout, est-ce que entre Jean-Luc Mélenchon avant et Jordan Bardella maintenant, il n'y aurait pas ce terreau commun de la peur aujourd'hui de s'en prendre à l'islam? Parce que la décivilisation, c'est un concept qui permet de dire on n'est pas islamophobe, on ne lie pas ça à la religion. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'ignorance, je vous l'ai dit, ça vaut pour Marine Le Pen, ça vaut pour Jordan Bardella, ça vaut pour d'autres. Il y a ensuite la peur de l'islam, vous avez raison, mais là, c'est répandu, ça vaut aussi pour Emmanuel Macron. La peur des émeutes, la peur des révoltes, la peur de la violence, mais tout ce qu'on a aujourd'hui, quoi. C'est très soralien, d'ailleurs, comme vision. Ça, je suis d'accord avec vous. Égalité et réconciliation. Mais il faut rappeler, puisque vous m'emmenez sur ce terrain, que Alain Soral était avec Marine Le Pen pour diriger la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2007. Ils étaient ensemble. Mais passons. Et puis, il y a aussi une conception que j'appellerais du pacifisme. C'est-à-dire que, en vérité, tout le monde veut la paix. Moi, évidemment, je me suis lancé dans ce combat pour justement retrouver la paix que j'ai connue dans mon enfance, dans ma jeunesse, dans les banlieues où j'ai grandi, où aujourd'hui on ne pourrait plus y mettre les pieds. Et que ça soit à Drancy, que ça soit à Montreuil, que ça soit à Stein, je vous invite à y aller aujourd'hui. Moi, je peux vous assurer que, enfant, j'y ai passé une enfance paisible, une enfance joyeuse, une enfance merveilleuse en vérité, à la fois libre et tranquille. Je répète toujours la même chose, mais ma mère ne fermait pas la porte de son appartement. Et on habitait à Drancy, au rez-de-chaussée. C'est vous dire l'ambiance qui régnait. Comme dans les pays de l'Est aujourd'hui. Exactement, dans les années 60. Mais d'ailleurs, vous avez raison. Quand je suis allé à Varsovie, quand je suis allé à Budapest, j'ai eu l'impression de revivre le Paris de mon enfance. Vous ne croyez pas si bien dire. Donc ça, c'est une chose. Tout le monde veut la paix. Et Marine Le Pen veut la paix, Jordan Bardella veut la paix, Emmanuel Macron veut la paix, tout le monde veut, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde veut la paix. Mais à partir de là, il y a deux façons d'avoir la paix.
Il y a la façon des pacifistes et il y a la façon de ceux qui font reposer la paix sur la force. Je m'explique. Vous connaissez bien sûr le vieil adage romain qui veut la paix prépare la guerre. Ça, c'est la façon traditionnelle, je dirais, d'avoir la paix. C'est-à-dire, on est fort, on est puissant, on s'impose aux autres, et comme ça, on a la paix. Et puis maintenant, il y a la version des pacifistes, qui est la version qui a fait florès après la guerre de 14. Et qu'est-ce que disaient les pacifistes? Ils disaient plutôt allemand que mort, le fameux mot de Giono. Ça veut dire, c'est ce que disait, vous savez, Chamberlain, le Premier ministre anglais. Il avait une politique d'apaisement. Il disait, mais il faut apaiser Monsieur Hitler, comme on disait à l'époque, ou le chancelier Hitler. Populaire aussi. Et on aura finalement, on va le calmer et on aura la paix. Et Churchill, qui était hostile à cette politique, qu'on prenait pour un cinglé, qu'on prenait pour un excessif, qu'on prenait pour un va-t-en-guerre, qu'on prenait pour un Cassandre, vous voyez ce que je veux dire, sans me prendre pour Churchill, mais vous comprenez l'allusion que je fais. Churchill disait, qu'est-ce qu'un pacifiste? C'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera mangé le dernier. Moi, quand je vois Jordan Bardella, quand je vois Marine Le Pen, quand je vois Emmanuel Macron, je pense au crocodile. Ils nourrissent le crocodile en espérant qu'ils seront mangés les derniers. Moi, excusez-moi, mais je repose mon désir de paix sur la force et sur le respect de l'autre. J'ai d'ailleurs une question subsidiaire là-dessus. L'idée n'est pas d'y passer trop de temps, mais est-ce que d'un point de vue géopolitique, cette vision-là, il ne faudrait pas la mettre en place? Je prends le cas par exemple de la guerre en Ukraine. Beaucoup de gens ont plutôt dit il faut être très fort vis-à-vis de Poutine. Aujourd'hui, vis-à-vis de la Chine, la droite aujourd'hui nationale a plutôt une tension à dire il faut être dans une logique de repli. Est-ce que ce rapport de force aujourd'hui ne doit pas être aussi imposé d'un point de vue géopolitique? Je pense que... Ouais, est-ce que votre grille de lecture elle est uniquement nationale ou est-ce qu'elle peut être internationale? Elle est nationale et internationale. C'est pour ça qu'il faut s'armer, c'est pour ça que j'ai proposé pendant la présidentielle un budget militaire bien plus élevé que ce qu'il était. 3% donc voilà, donc si vous voulez ça, j'en suis conscient. Maintenant, et je ne veux pas être trop long parce que c'est pas notre sujet, mais moi je crois à la grille de Huntington qui est, après la guerre froide, nous avons une guerre de civilisation. Mais il y a plusieurs civilisations. Il y a la civilisation occidentale, la nôtre, il y a la civilisation arabo-musulmane, on en a parlé, mais il y a aussi la civilisation orthodoxe, qui repose sur la Russie, il y a la civilisation hindoue, l'Inde, la civilisation chinoise, vous voyez, il y a plusieurs civilisations. Et il y a un affrontement général entre les civilisations. Par exemple, la civilisation chinoise veut, elle aussi, comme la civilisation arabo-musulmane, prendre sa revanche sur l'Occident, mais elle ne le fait pas avec les mêmes armes, elle le fait avec les armes de l'Occident, c'est-à-dire la science, la technique, l'industrie. Éventuellement l'armée. Mais vous voyez, c'est pas la même chose. C'est pas le nombre, la spiritualité et la violence. Ça, ce sont les armes de l'islam et du monde arabo-musulman. Donc, moi, je pense que nous devons ne pas nous mettre à dos toutes les civilisations. Nous ne devons pas jouer à l'Occident contre le reste du monde. Le fameux Sud global. Je ne crois pas à ce concept. Je n'y crois pas. Je pense, par exemple, que nous devons nous rapprocher de la civilisation orthodoxe. C'est quand même, malgré nos différences, malgré nos oppositions, malgré parfois nos agacements et nos exaspérations, c'est la civilisation la plus proche de la nôtre. Et je ne désespère pas de me rapprocher de la civilisation orthodoxe. Dans la civilisation chinoise, il y a des gens qui, comme les Japonais, qui n'ont pas envie d'être sous la coupe des Chinois. Nous devons, nous aussi, nous semble proches de ces gens, selon la vieille méthode anglaise, vous savez, qui a toujours fait ça, qui a divisé pour mieux régner. Il faut être habile aussi, il faut pas être... L'Inde n'a aucune envie de se retrouver avec dans le même camp que la civilisation arabo-musulmane, alors qu'elle est en combat frontal avec l'islam, que ça soit en son sein ou avec le Pakistan. Pour vous, on est encore plus proche de la civilisation orthodoxe que de la civilisation juive? Ah, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de civilisation juive. Moi, je crois qu'il y a une civilisation judéo-chrétienne, que le judaïsme a préparé le christianisme. Je suis, encore une fois, vous voyez, sur la ligne de Renan, parce que c'est lui qui a forgé ce concept de judéo-christianisme. Et je pense que les prophètes juifs annonçaient Jésus, et qu'ils annonçaient le christianisme. Si vous voulez, ils ont leur critique de la pratique religieuse du peuple juif à l'époque, avec les sacrifices d'animaux, etc., annonçait, vous voyez, la moralisation de la religion. Enfin, c'est une parenthèse, ça nous mènerait trop loin.
Sur Jordan Bardella, et on précise d'ailleurs qu'il a bien sûr, comme tous les gens du RN, un droit de réponse sur ces éléments, mais on invite tout le monde. Il y a un autre passage dans Sud Radio qui est très intéressant à commenter, si on peut le regarder. Vos propositions, oui. Mais j'ai vu aussi le comportement des députés RN à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que le RN a-t-il déposé un amendement qui permet à un employeur de ne pas être obligé de vérifier si le salarié étranger embauché est en règle? Mais pourquoi? C'est-à-dire? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dites-moi, je ne connais pas cet amendement. Vous ne connaissez pas cet amendement, pourtant il a été déposé par un député RN. Enfin, Monsieur Bourdin, juste pour que les gens comprennent, on dépose des centaines d'amendements. Oui, donc, pardon de ne pas être venu avec la pile des centaines d'amendements. Pardon, mais je vous pose la question. Et je vous répondrai sans problème. Bon, alors, pourquoi, je vous repose la question, pourquoi le RN a-t-il déposé un amendement qui permet à un employeur de ne pas être obligé de vérifier si le salarié étranger embauché est en règle? Nous n'avons pas déposé cet amendement. Ah, je peux vous dire que si. Nous n'avons pas déposé cet amendement. Vous n'avez pas déposé? Alors, il a été prouvé depuis que, effectivement, le RN avait déposé cet amendement. Mais vous savez, c'est ce que je dis depuis longtemps. Vous m'avez demandé pourquoi ils font ça. Je vous ai dit ignorance, peur de l'islam, pacifisme. Et j'ai oublié le souci tactique de dédiabolisation. C'est-à-dire que le RN est engagé dans une entreprise de dédiabolisation. Qu'est-ce que ça veut dire, la dédiabolisation? Ça veut dire renoncer à ses convictions pour plaire aux médias. Parce que quand, par exemple, Madame Le Pen, M. Bardella dit qu'il n'y a pas de guerre de civilisation, quand Madame Le Pen dit l'islam est compatible avec la République et avec la France, les Français ne sont pas d'accord. Vous avez 67% des Français qui ont compris que l'islam n'était pas compatible avec la France et la République. Et pourtant, Marine Le Pen et Jordan Bardella continuent à le dire. J'imagine qu'il y a beaucoup de leurs électeurs qui ne sont pas d'accord avec eux, et qui sont plutôt d'accord avec moi, et je suis d'accord avec eux. Pourquoi ils le disent? Pourquoi ils le font? D'abord parce que peut-être ils le pensent, mais aussi et surtout parce qu'ils veulent plaire aux médias. Et à partir du moment où et comment plaire aux médias si ce n'est en reprenant leurs mots? C'est toute la tactique de Marine Le Pen depuis des années, en particulier pendant la présidentielle. Elle reprend les mots des médias. Moi, je me bats pour imposer mes mots. Je pense que la politique, ce sont d'abord des mots et qu'on ne prépare les actions que si on utilise les bons mots. C'est ce qu'a très bien compris d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. Vous savez, à LFI, il y a un comité des mots pour justement imposer ces mots à l'espace public. Ils se réunissent pour choisir des mots qu'ils vont imposer à travers les médias, à travers les universités, etc. Donc c'est très important dans l'action politique, les mots. Et Marine Le Pen fait le choix inverse. Elle se soumet au vocabulaire des médias. Et moi, je dis que là, on voit le résultat final. C'est qu'on a des députés RN qui déposent un amendement pour permettre aux patrons... C'était Grégoire de Fournas, je crois, sur les agriculteurs. Très bien. Pour permettre aux patrons de ne pas déclarer les clandestins. On voit bien que quand on parle comme le système, on agit comme le système. C'est la loi des reins de la politique. Et je dirais que tous les patrons ne souhaitent pas engager des clandestins. Ils sont une minorité. Moi, à la différence de M. Bardella et de Mme Le Pen, je les punirais. Il ne faut pas les encourager, il faut les punir. Même le patron du MEDEF, je crois, s'était insurgé contre l'article 3 en disant on n'a pas cette vision-là. Exactement. Même le MEDEF a changé d'avis. C'est une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle parce qu'on sait depuis Karl Marx que l'immigration permet de peser sur les salaires à la baisse. On le sait depuis 1840, c'est pas une nouveauté. Donc ça continue. Vous voyez, manifestement, M. Bardella veut l'encourager, et les députés RN aussi. Bon, moi, ce n'est pas ma politique. Moi, je pense qu'il faut au contraire punir ces patrons qui utilisent de la main-d'œuvre clandestine et tout faire, en particulier en formant les gens, en poussant à l'augmentation des salaires dans ces métiers-là, en fameux métiers en tension, qui sont en tension depuis 50 ans, et en luttant contre l'assistanat. Je voudrais vous donner un autre exemple. Il y a quelques mois, le RN a refusé de voter une loi qui obligeait ceux qui recevaient le RSA à travailler pendant 15 heures par semaine. Les députés RN n'ont pas voté cette loi. Donc les députés RN protègent l'assistanat. Par ailleurs, il présente une proposition de loi, je crois que c'est M. Chenu qui l'a présentée, qui disait qu'il fallait rétablir la priorité nationale pour le RSA. Très bien. Je croyais être d'accord avec eux. Et puis je lis
Et je découvre que dans la proposition de loi de M. Chenu, il y a le RSA réservé aux Français, mais il y a un « et » dans cette phrase. Il y a « et » aux étrangers présents depuis 5 ans. Donc en fait, c'est comme la loi actuelle. Donc le Rassemblement national fait semblant de présenter une loi de préférence nationale et en fait reprend la loi actuelle. Eh ben moi, je suis en désaccord avec les deux. Je suis en désaccord avec le RN qui ne vote pas le travail des RSA pendant 15 heures par semaine et je suis en désaccord avec le RN qui prévoit le RSA pour les étrangers depuis 5 ans. Moi, je le réserve vraiment aux Français. Vous voyez, ça fait des différences notables en vérité. Ces dernières semaines ont été marquées par le drame terrible de Crépol avec l'assassinat du jeune Thomas par des jeunes des cités, comme on dit, à Crépol, donc à côté de Romans-sur-Isère. Je voulais vous partager une séquence qui a beaucoup fait parler et réagir sur les réseaux sociaux de Pascal Praud durant l'enterrement du jeune Thomas. Merci. En voyant ces images, évidemment, j'imagine que vous l'êtes... Donc très touché, on le voit à ce moment-là. Comment vous avez ressenti ce drame terrible d'un jeune de 16 ans? Moi, je vais vous dire, je comprends très bien Pascal. Ça me hante depuis ce meurtre. Cette histoire me hante. C'est une espèce d'archétype, vous voyez. Ces gamins voulaient faire la fête. C'était des braves gamins. Ils jouaient au rugby. Ils voulaient rigoler, ils voulaient draguer un peu. C'est des jeunes, quoi. Depuis toujours. La vie des gamins depuis toujours. Et les gamins en France, c'est ça. Ils sont joyeux, ils font la fête, ils rigolent, ils dansent, ils chantent, ils jouent au rugby le dimanche, ils travaillent à l'école. Et voilà, la France éternelle. Et là, on a ces bandes de racailles arabo-musulmanes qui font des descentes, des razzias et qui tuent. Je veux dire, ce n'est pas innocent. Il y a là, si vous voulez, comme une symbolique absolue. Moi, je pense tout le temps à ce petit Thomas, à sa famille, à ses amis qui ont porté son cercueil. C'est quelque chose je vous dis, d'horrible, de poignant. Je pense que ces gens-là n'ont pas mérité ça. Ils étaient justement dans des petites villes pour être tranquilles et ils sont rattrapés, comme s'ils étaient rattrapés par l'histoire et par vraiment la jobardise de nos dirigeants depuis 40 ans qui ont fait venir justement ce peuple à côté d'une autre alors qu'il y a une hostilité entre ces deux civilisations depuis 1000 ans. Et là, cette folie de nos dirigeants qui ne voient les individus et les êtres humains que comme des consommateurs ou des producteurs, qui ne voient pas qu'ils sont chacun ancrés dans une terre, dans une culture, dans des mœurs, dans une histoire, avec leurs héros, bref, dans une civilisation. Et je pense que là, ces gens-là souffrent de ce qu'ils n'ont... On les a jamais interrogés, on leur a jamais rien demandé. La mère de Romans a très bien parlé dans les jours qui ont suivi. Elle a expliqué les fortunes d'argent public qui ont été déversées, 150 000 euros, déversées sur ce quartier de la Monnaie pour rien. C'est pas des taudis. Ils ne vivent pas dans des taudis. Elle explique que ces gens-là se croisent parfois à l'école, mais qu'ils ne se parlent pas, qu'ils ne se côtoient pas. Pourquoi? Parce que ils n'ont rien en commun. C'est tragique. Pourquoi ils n'ont rien en commun? Parce que, il faut dire, parce que après tout, on peut en profiter ici. J'entends beaucoup, vous savez, depuis des années, on m'a dit, ah, mais Zemmour exagère, Zemmour est une Cassandre, Zemmour voit l'arrivée de la guerre civile, il est fou, il est excessif, il est apocalyptique. Et aujourd'hui, je n'entends plus ça. Je pourrais m'en réjouir, mais en fait, j'ai l'impression qu'on est passé du mal au pire. Depuis les émeutes, Exactement. Depuis cette séquence incroyable, vous me l'accordez, qui a commencé avec les émeutes de juillet autour du fameux Naël, et qui s'est poursuivie par l'arrivée de milliers de migrants africains à Lampedusa, puis l'attaque du Hamas en Israël, puis l'assassinat de ce pauvre professeur Dominique Bernard à Arras,
puis... Qu'on a déjà oublié, malheureusement. Je ne vous le fais pas dire. Puis, le crime de ce malheureux Thomas. Vous voyez, il y a eu une séquence incroyable. Je disais il y a quelques années que tout pouvait se résumer selon moi, selon un triptyque qui était invasion migratoire, colonisation par une civilisation étrangère, conflagration. Justement, j'ai une question sur Crépol par rapport à l'attentat qu'il y a eu justement pour le samedi dernier, pour le premier week-end des marchés de Noël, où en fait on a très vite identifié que c'était un attentat, parce que ça fait des années qu'on travaille dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se retrouve avec quelqu'un qui a un couteau et qui crie à la Wakba, et donc c'est clair dans la tête des gens. Vous parlez de l'attentat de Paris. L'attentat de Paris, à Bir Hakeim. Est-ce que la problématique du drame de Crépol, c'est aussi le fait qu'on identifie moins parce qu'ils sont français, parce qu'ils ne vont pas forcément crier à la Wakba, et que c'est un phénomène qui est nouveau, en tout cas médiatiquement? Je crois vous avoir répondu tout à l'heure. Je vous parle de djihad du quotidien, je vous parle de continuum de violence. Donc entre le crime de Crépol et le crime terroriste, je vous signale que le terroriste était français lui aussi. Ça ne veut plus rien dire être français. Si on est de nationalité française mais qu'on déteste la France et qu'on refuse la culture et les mœurs français, c'est ma réponse à Mélenchon de tout à l'heure. Ça ne veut rien dire. Ce sont des fameux Français de papier. Mais tout ça, ce sont les mêmes. Ce sont des gens qui ont été délinquants avant et qui deviennent djihadistes terroristes. Mais tout ça, c'est la même logique. Puisque je vous répète que tous ces actes, du vol, du viol, du trafic de drogue, jusqu'au crime terroriste, c'est ce que j'appelle le djihad du quotidien. Donc tout ça est lié. Mais je veux revenir à mon idée de tout à l'heure. Je vous disais donc, les gens ne me disent plus il exagère, ne me disent plus il est fou, ne me disent plus c'est un excessif et c'est une cassante. Non. Mais ils me disent bon, il a raison. D'accord, vous avez raison Zemmour, c'est très bien. Mais de toute façon maintenant c'est foutu, c'est trop tard. Il y a des millions de gens qui sont là, ils sont français comme vous venez de me le dire, et on ne peut plus rien faire. Et je me permets vraiment de dire aux gens qui nous regardent que c'est faux, on ne doit pas passer du déni au fatalisme. Vous savez, le général de Gaulle avait une très jolie formule, il disait « Il n'y a qu'une seule fatalité, ce sont les peuples qui n'ont plus assez de force pour se tenir debout et qui se couchent pour mourir. » Je pense que nous avons encore des forces pour nous tenir debout et nous ne devons pas nous coucher pour mourir. Donc il y a des solutions. Et si vous me permettez, je vais les développer. D'abord, il y a une réponse judiciaire. La réponse la plus évidente. C'est-à-dire que ces gens-là, d'ailleurs la maire de Romans l'a très bien dit, ne sont jamais punis, ou quand ils sont punis, ils ressortent au bout de 3 jours, au bout de 3 mois, et donc tout ça ne sert à rien. Pourquoi ? Parce que nous avons un problème avec la justice française, qui est qu'il y a un décalage, une décorrélation entre les peines qui sont encourues, les peines qui sont prononcées, et les peines qui sont exécutées. Le premier décalage, c'est entre les peines encourues et les peines prononcées. Pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de magistrats qui viennent du syndicat de la magistrature et qui trouvent toutes les excuses du monde pour réduire les peines qui sont prévues par le code. Et c'est 25% des magistrats. Exactement. Mais en vérité, c'est bien plus parce qu'il y a ceux qui sont affiliés au syndicat et ceux qui sont impressionnés, intimidés, endoctrinés par le syndicat. Mais passons. Et puis vous avez l'autre décalage qui est entre les peines prononcées, qui sont déjà réduites par rapport aux peines encourues, et les peines exécutées. Parce que là, on a ce qu'on appelle en droit français un juge d'application des peines, qui va encore, lui, réduire au maximum la peine exécutée par le criminel, alors parce qu'il a fait du poney, parce qu'il a été gentil avec les gardiens, parce qu'il s'est bien comporté, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on doit attaquer sur les deux. On doit élaborer des peines planchées qui s'imposent aux magistrats, quoi qu'il arrive, et on doit supprimer le juge d'application des peines. Ça, c'est pour la justice et pour la répression. Parce que les policiers me le disent sans cesse, ils ne peuvent rien faire. Parce que les juges passent leur temps, beaucoup de juges, pas généraliser, beaucoup de juges passent leur temps à trouver des excuses aux condamnés, à se moquer complètement, comme d'une guigne des victimes, et à ne s'intéresser qu'aux criminels. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, il y a comment on arrête l'immigration. Il faut bien comprendre quelque chose, parce que là aussi, on nous dit c'est impossible, ils viennent de partout, on ne peut pas les arrêter, etc. Mais ce n'est pas si compliqué en vérité. Tenir nos frontières pour arrêter les clandestins, même dans Schengen, on peut le faire, on l'a fait pendant des siècles.
Et même dans Schengen, vous savez qu'aujourd'hui, Schengen est arrêté en vérité. Et qu'on peut, et d'ailleurs on envoie régulièrement des policiers à la frontière italienne, à la frontière espagnole. Donc on peut très bien le faire. Par ailleurs, les principaux immigrés légaux, nos 500 000 immigrés que l'on accueille, si j'ose dire, tous les ans, quels sont les grands pôles? Je vais faire très vite. Le premier pôle, à peu près 100 000, c'est l'immigration familiale. Les enfants, les parents, les cousins, les grands-mères, ou alors la fille qu'on va chercher au bled. Et dans le cadre de mariage arrangé, les féministes ne disent rien. C'est des dizaines et des dizaines de milliers de filles qu'on vient chercher et qu'on fait épouser à des jeunes maghrébins d'ici avec la nationalité française. Comme ça, elles ont elles aussi la nationalité française. Elles font venir à leur tour leurs parents, leurs grands-parents, etc. Ça, c'est 100 000 personnes. Comment ils en acceptent leur venue? Il y a un fonctionnaire dans un bureau à Paris qui donne un tampon et qui dit oui, vous pouvez venir car il y a le regroupement familial, l'immigration familiale. Mais il suffit d'arrêter ça et d'interdire aux fonctionnaires de mettre son tampon. Et qui n'est pas remis en cause par la loi immigration, qui ne touche pas ce volet. Qui ne touche absolument pas ça. Le deuxième grand pôle, c'est les étudiants. Pareil, on dirait encore 100 000. En gros, là aussi, on peut très bien refuser les étudiants qui viennent de pays africains et arabo-musulmans. On n'a pas besoin de ces étudiants, de 100 000 étudiants qui payent des droits ridicules, parce qu'en France on paye des droits ridicules, et qui n'ont absolument pas cotisé, et qui n'ont absolument pas payé d'impôts, et leurs parents n'ont pas payé d'impôts, etc. Là encore, c'est un tampon, c'est un papier administratif, on peut très bien les refuser. Et puis vous avez l'autre grand pôle qui est le droit d'asile, 150 000. À peu près 40% qui est accepté, 60% qui est refusé, mais en vérité, c'est une distinction fallacieuse puisque tout le monde reste, puisque personne n'est renvoyé. 13% de... Mais exactement, tout ça est ridicule. Donc, ceux-là, on peut très bien, comme je l'ai proposé pendant l'élection présidentielle, décider qu'ils ne pourront demander leur droit d'asile que dans les ambassades françaises de leur pays, et qu'ils ne peuvent pas demander le droit d'asile en France, et que par ailleurs, on va réduire le droit d'asile à sa plus simple expression, c'est-à-dire ce qu'on appelait jadis les combattants de la liberté. C'est tout. Pas ceux qui souffrent du climat, soit les femmes battues, soit les homosexuels en danger dans les pays musulmans. Tout ça, ce ne sont pas des droits d'asile. Et c'est cela qu'on prend. Ne vous leurrez pas. Donc, vous voyez, tous ces gens-là, on peut les arrêter. Maintenant, on va me dire, mais on ne peut pas les expulser. Mais là aussi, c'est la même chose. Pourquoi on ne les expulse pas? Tout le monde le sait maintenant, les fameuses OQTF. Parce que obligation de quitter le territoire français. Pourquoi on les expulse pas? Parce que les pays d'origine de ces clandestins ne veulent pas les reprendre. Ils ne veulent pas signer le non moins fameux laissez-passer consulaire. Mais là aussi, nous avons des moyens de pression que nous n'utilisons pas. Nous pouvons très bien, d'ailleurs, M. Macron l'a fait pendant quelques mois avant, lamentablement, de se coucher. Nous pouvons très bien interdire et refuser les visas que leurs touristes et leurs hommes d'affaires nous demandent. Nous pouvons très bien aussi bloquer les financements et les renvois d'argent que les gens ici envoient à leurs familles là-bas par la Western Union. Nous pouvons très bien bloquer ça. Ou les surtaxer. Ou les surtaxer. Ou les bloquer. Vous savez que c'est dans de nombreux pays le premier poste de la balance des paiements. Ce sont des sommes colossales. En plus, ces gens-là, les dirigeants de ces pays-là, qui nous refusent les laissez-passer consulaires, mais ils ont souvent des maisons, des propriétés. En France, nous pouvons très bien les saisir. Vous avez parlé du conflit russe et ukrainien. On l'a fait. On a saisi les demeures des oligarques russes. On a même saisi la maison de la fille de Vladimir Poutine à Biarritz. Donc on peut très bien le faire. Et puis, enfin, beaucoup de ces dirigeants-là, quand ils sont malades, viennent se faire soigner où? À l'hôpital américain de Neuilly. Moi, excusez-moi, je serais à l'Élysée, je dirais pas de laissez-passer consulaire, pas d'hôpital américain à Neuilly. Il faut choisir dans la vie. Vous voyez, on a beaucoup de moyens de pression. Et dernière chose, parce qu'on va me dire aussi, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des millions de gens, comme vous m'avez dit tout à l'heure, qui sont français. Alors là, je dirais, je pense que nous devons faire deux choses majeures. D'abord, sanctionner tous ceux qui ne respectent pas la loi. C'est-à-dire expulser les familles des délinquants des HLM, supprimer les allocations familiales et les allocations diverses aux familles et aux familles de délinquants et aux délinquants eux-mêmes. C'est aussi
expulser tous les délinquants étrangers et déchoir de nationalité tous les délinquants qui ont la double nationalité. Et ils sont les plus nombreux, car n'oubliez jamais que la nationalité algérienne, marocaine et tunisienne ne s'abandonnent jamais. Donc ils ont tous la nationalité de leur pays d'origine, en plus de la nationalité française. Donc nous pouvons très bien, sans faire d'apatride, les déchoir de la nationalité. Ça, c'est pour la partie sanction. Et puis il y a la partie assimilation. C'est-à-dire que pour être français, il ne suffit pas d'avoir un papier français. Il faut, je vous l'ai dit tout à l'heure avec ma définition de Renan, s'approprier la culture française, les mœurs françaises, les vêtements français, les prénoms français. Et donc nous devons refaire le travail d'assimilation que nos ancêtres républicains avaient fait avec les immigrés européens. Nous devons refaire ce travail et ça séparera le bon grain de l'ivraie. Je veux dire par là que si nous interdisons les prénoms coraniques, si nous interdisons les voiles dans la rue, si nous interdisons les frères musulmans et tous leurs satellites, c'est-à-dire écoles, stades clubs de sport, etc., librairies, etc., si nous interdisons la halalisation des cantines scolaires et publiques, si nous interdisons les prières dans les écoles et dans les entreprises, si nous interdisons les devantures en arabe, ça c'est le travail d'assimilation. Il y a des gens qui ne le toléreront pas et qui voudront, ce que je comprends. Vous voyez, je ne suis pas venimeux, je ne suis pas hostile. Je dis simplement, ils ont le droit de vouloir continuer leur identité. Mais nous aussi, nous avons le droit de continuer notre identité en France. Donc ces gens-là, s'ils veulent vivre à l'algérienne, s'ils veulent manger à l'algérienne, aimer à l'algérienne, s'habiller à l'algérienne, comme je le vois de plus en plus dans les banlieues, ils rentreront en Algérie. Et ceux qui voudront, et il y en a beaucoup en vérité, mais ils sont pris dans le contrôle, dans la tyrannie du groupe et du clan, dans ces enclaves islamisées que sont devenus nombre de nos quartiers, de nos banlieues. Les gens qui voudront vivre à la française, d'ailleurs, je note que c'est devenu une insulte dans ces enclaves étrangères. On dit « ne fais pas ton français ». Ça veut tout dire. Eh bien, ceux qui veulent faire leur français, et qui veulent vivre à la française, les jeunes femmes qui n'ont pas envie de se mettre une bâche sur la tête, les jeunes hommes aussi qui n'ont pas envie de répéter et d'être les prisonniers d'un clan, qui ont envie de devenir des individus à la française. Ces gens-là, il y en a, et ces gens-là seront protégés par un État qui imposera des règles strictes et qui les appliquera avec détermination. Je crois que c'est fondamental. Et à partir de là, je vous le répète, nous séparerons le bon grain de l'ivraie. Et là, il y aura des musulmans, et je l'ai dit pendant toute ma campagne présidentielle, qui voudront s'assimiler, qui voudront vivre à la française. Et ceux-là, évidemment, ils seront vraiment français, et ils seront français comme nous tous, comme nous l'avons été, comme nous nous sommes assimilés. Moi, j'ai des amis qui étaient en France depuis les croisades. Moi, je ne suis français que depuis 150 ans. Il y a des Français qui sont encore moins longtemps. Mais si on s'agrège au peuple français, si on fait sien la culture, la civilisation française, les mœurs françaises, nous sommes tous des Français à égalité. Et c'est le génie de la France. Et c'est d'ailleurs la générosité des Français. C'est que contrairement aux autres, qu'ils soient anglais, algériens, hindous, chinois, qui considèrent que les étrangers ne sont jamais membres de leur communauté. Nous, les Français, c'est magnifique. Nous sommes généreux. Nous sommes le peuple le moins raciste du monde. Nous acceptons les autres, même s'ils sont différents. Mais s'ils abandonnent leurs différences et s'ils font sienne la culture française. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Je vous remercie d'avoir joué ce jeu de cet entretien. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont regardés, d'avoir suivi cet entretien en exclusivité sur Twitter. C'est important aussi de conserver ce contact direct, aussi bien vous avec vos électeurs que nous avec les différentes communautés, ceux qui nous supportent, ceux qui aussi également nous insultent, ne sont pas d'accord avec nous. C'est extrêmement important. Personne ne nous insulte, je suis sûr. Il y a toujours. Et n'hésitez pas du coup à retrouver notre magazine Une Terre, Deux Peuples, qui est dès demain dans l'ensemble des kiosques de France. Donc allez l'acheter, poussez-le autour de vous et participez aussi à notre grande campagne de dons pour la fin d'année. Pourquoi ? Parce que si vous en avez assez aujourd'hui de voir toujours l'extrême gauche, Mediapart ou Street Press
avoir le monopole des enquêtes, où à chaque fois ils vont essayer d'enquêter sur ce qu'ils appellent l'extrême droite, eh bien faites en sorte de nous aider à créer ce pôle enquête de Livre Noir qui fera justement frémir l'extrême gauche. C'est extrêmement important de nous soutenir. Donc, vous pouvez faire un don défiscalisé à 66%. Tous les liens sont sur www.livrenoir.fr. Merci beaucoup. Merci Éric Zemmour. Je vous souhaite également une très belle fin d'année, de joyeuses fêtes Joyeux de Noël et en avance une et bonne année 2024 avec Merci. les élections à venir. Merci à vous.